Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire appel à projet animé par Systématique et ses partenaires. Aujourd'hui, on a un programme autour des dispositifs de financement de la région Île-de-France. Une présentation des PME, InnovUp Leader PIA sera faite par Livia Clinto. Et on a par la suite une présentation de l'appel à candidature pour l'accélérateur BLAST qui sera faite par Mathias Gâteau. On fera un rappel sur le iDemo qui a pour dernier relevé la date du 3 mai pour cette première phase et un rappel sur le processus d'accompagnement des projets par le pôle systématique. Avant de démarrer, je vous rappelle quelques petites règles de base pour le bon déroulement de notre session. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions en bas pour une meilleure prise en compte de toutes vos questions et réponses. Évitez de les poser directement dans le chat. Vous avez la possibilité également de télécharger le support de slide pendant toute la session en cliquant sur les 3 points en haut à droite de l'écran. Le téléchargement ne sera plus disponible à la fin du webinaire et donc ce webinaire est enregistré et le replay sera également disponible à la fin. Et là, j'invite Livia à nous rejoindre sur scène et je vais lui laisser la main pour démarrer sa présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc Livia Clinto, chargée de mission au sein de la direction des aides aux entreprises de la région Île-de-France. Donc nous, la région, on accompagne les entreprises à tous les stades de leur projet, depuis l'innovation jusqu'au développement, la croissance, l'internationalisation. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous proposer d'en savoir plus sur les 2 types d'aides que vous pouvez mobiliser, à la fois sur la partie innovation au travers d'InnovUp et d'InnovUp PIA 4, mais également au travers de TPUp et PMUp, plutôt sur les phases de croissance et de développement. Alors, pour commencer, sur InnovUp, il s'agit d'une aide, donc sous forme à la fois de subventions, puis complétée par une avance remboursable ou un prêt à l'innovation. Une aide qui va vous permettre de financer votre projet d'innovation. C'est une aide qui s'adapte aussi au niveau de maturité de votre projet. C'est une aide qui est organisée et gérée en partenariat avec BPI France au sein d'un dispositif qui est cofinancé à part égale entre la région Île-de-France et puis BPI et qui a l'objectif de soutenir près de 500 entreprises par an. Donc, on est vraiment en présence d'un soutien renforcé sur ce dispositif. C'est un dispositif qu'on a souhaité assez simple de mobilisation par les entreprises avec une candidature en ligne via l'interface Mes démarches, une possibilité de candidater au fil de l'eau et puis une aide qui va venir vraiment s'ajuster aux spécificités de votre projet d'innovation. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Donc, l'instruction est conjointe par la région et BPI France. Donc, vous candidatez et puis c'est BPI qui revient directement vers vous avec un processus ensuite en chambre qui intègre à la fois la région et BPI, mais BPI demeure votre interlocuteur unique, ce qui vient simplifier un petit peu vos démarches et vos points d'entrée dans le cadre de votre parcours d'aide à l'innovation. Alors concrètement, à qui s'adresse le dispositif InnovUp? Aux TPE, PME et ETI, y compris les associations qui ont une activité économique, dès lors qu'elles sont implantées en Île-de-France. Par implanté, on attend qu'il faut au moins un établissement en Île-de-France, mais surtout que le projet d'innovation soit ancré et réalisé en Île-de-France. Alors, quels projets d'innovation sont concernés? Alors, c'est l'ensemble des innovations, que ce soit des innovations de produits, de procédés, de services et même des innovations sociales. Ça va être l'ensemble du process et du parcours d'innovation qui est concerné, de la faisabilité en passant par le prototypage, le développement, mais aussi l'expérimentation. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de vous accompagner pour valider l'idée, l'opportunité technique d'une innovation, pour soutenir vraiment au moment du développement les travaux de recherche et puis aussi avec InnovUp Expérimentation, vous permettre vraiment de tester l'innovation en conditions réelles sur un terrain pertinent pour faciliter ensuite le déploiement sur les marchés cibles. Alors, en termes de montant,
et de soutien concrètement, qu'est-ce que ça représente? Alors, il y a un certain nombre de plafonds qui vont s'appliquer. Pour les projets jusqu'à 200 000 € d'assiette éligible, on va intervenir à 100% en subvention avec un plafond de 50 000 €. Pour les projets compris entre 200 et 600 000 € d'assiette éligible, on intervient à 50% en subvention, 50% en avance remboursable ou en prêt à l'innovation. Et puis, pour les projets au-delà de 600 000 €, on intervient à un tiers en subvention et 2 tiers en prêt. À noter qu'on est sur le régime RDI, pour ceux qui le connaissent. Du coup, en termes de dépenses éligibles, vont être concernées donc les études internes et externes, les frais de réalisation de prototypes et de maquettes. Concrètement, tous les frais internes en termes de R&D, ça comprend aussi donc le temps homme dédié en ingénieurs, en chercheurs, etc. Ça va être également les recherches sous-traitées à des prestataires extérieurs, publics ou privés, que ce soit des labos de recherche, des centres techniques ou même des partenaires de recherche. Ça va être les dépenses de propriété industrielle, d'homologation, encore des études de marché, des dépenses de design également, et la possibilité d'intégrer l'amortissement du matériel qui sera engagé sur la durée du programme. À noter que seront éligibles uniquement les dépenses qui ont été faites après le dépôt du dossier. Donc, soyez vigilants quand vous allez monter un petit peu votre dossier et réfléchir à votre roadmap à cet élément-là. Et puis, en termes financiers, après la notification de l'aide, vous pourrez obtenir une avance de 60% et les 40% restants vous seront versés une fois les justificatifs présentés lors du solde. Alors, quels sont les critères de sélection? Évidemment, la qualité de l'innovation, la nature de l'innovation par rapport à l'état de l'art, à l'état du marché, le degré de maturité, le risque porté par l'entreprise, la qualité du projet au travers de l'équipe qui l'apporte, des ressources, la pertinence du programme de R&D qui a été proposé par l'entreprise, la capacité financière à porter le projet, qui est un élément important. À ce titre, je vous rappelle le principe d'impossibilité de soutenir les entreprises en difficulté. Il faut que vous ayez des fonds propres à même de pouvoir soutenir le projet, donc qui puissent tout à fait compléter le coût du projet. Ça, c'est un élément important qui va être particulièrement regardé par BPI-France. On va regarder aussi le potentiel économique, évidemment la possibilité pour vous d'aller trouver des marchés, d'aller trouver des clients. Et puis, plus globalement, s'il y a déjà une traction commerciale sur d'autres produits, etc. Enfin voilà, on va qualifier tout ça. Et puis, en tant qu'acteur public, évidemment, la contribution de votre projet au développement de l'Île-de-France, avec à la fois la question de l'ancrage territorial, mais aussi les retombées sociétales et environnementales de votre projet. Il y a aussi, dès lors qu'on est en présence d'un projet d'expérimentation, une attention particulière qui va être portée à l'intérêt de l'expérimentation pour l'entreprise et pour le terrain, s'assurer que le couple entreprise-terrain est le plus à même de proposer une expérimentation qualifiée. Et puis, il va falloir qu'on ait la connaissance vraiment de l'engagement formel du terrain, matérialisé par une lettre d'engagement. Voilà pour InnovUp. InnovUp Leader PIA, c'est un dispositif qui avait été mis en pause sur 2021. C'est un dispositif qui s'organise dans le cadre du programme d'investissement d'avenir engagé par l'État. Donc, on est sur un dispositif quelque part un peu tripartite entre l'État, la région et BPI-France, avec vraiment l'objectif d'accélérer l'émergence de futurs leaders sur leur marché. Donc, on va venir viser des entreprises qui présentent vraiment des innovations caractérisées soit par une rupture, soit par un progrès manifeste vis-à-vis de l'état de l'art aujourd'hui, et puis des entreprises qui peuvent prétendre à une accélération, un développement sur le marché national, voire international. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller un cran plus loin qu'InnovUp sur des projets plus dimensionnés, à la fois en termes de priorité régionale et puis en termes de qualité et de différenciation des innovations. Alors, l'aide comme InnovUp, c'est à la fois une partie sous forme de subvention, donc 2 tiers en l'occurrence, et puis une partie sous forme de prêt ou d'avance récupérable à hauteur d'1 tiers. On est toujours sur le régime cadre RDI avec des dépenses similaires à celles d'InnovUp et puis un taux d'intervention plafonné à 50% des dépenses jugées éligibles.
Donc, je vous l'expliquais, donc c'est un dispositif financé État-région avec là aussi une augmentation du budget alloué et l'objectif de pouvoir soutenir entre 230 et 250 lauréats sur la période 2021-2025. Donc, concrètement, on serait sur à peu près 20-25 lauréats par session avec un rythme de 3 sessions d'appel à projet par an. Comme InnovUp, il y a une plateforme dédiée sur laquelle vous déposez et puis le dossier est interfacé avec BPI France et avec l'idée de simplifier vos démarches. Donc, qui sont concernés? C'est les mêmes cibles qu'InnovUp avec toujours la question de l'ancrage francilien, la question des fonds propres, la question de l'établissement implanté en Île-de-France. La différence, c'est qu'on va vraiment venir cibler les filières stratégiques et les enjeux d'innovation, puisque voilà, l'idée, c'est vraiment d'accélérer sur certains domaines clés pour la région Île-de-France. Alors, ces filières, ces sujets, quels sont-ils? Donc, c'est l'aéronautique spatiale défense, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire et puis la nutrition, la sylviculture, le secteur de l'automobile et des mobilités, l'industrie du futur, la robotique, les énergies d'avenir, le numérique. Par numérique, on n'est pas sur des sujets de plateformisation, d'application, de réseaux sociaux. On est vraiment sur des sujets, le quantique, l'IA, la blockchain. Enfin voilà, on est vraiment sur des sujets technologiques structurants. Également la santé, le secteur du tourisme, du sport et des loisirs. Et puis la question de la région et de la ville durable dans toutes ses composantes, de l'économie circulaire jusqu'à la gestion des bâtiments, etc. Enfin, toute la dimension à la fois servicielle et technologique que recouvrent ces sujets. Alors, les critères de sélection, c'est peu ou prou les mêmes qu'InnovUp, avec évidemment une attention supplémentaire portée au degré de rupture et au caractère innovant de l'innovation, à la qualité du projet présenté et aussi à l'aspect différenciant par rapport à d'autres solutions qui pourraient répondre aux mêmes besoins que ceux visés par l'entreprise. Voilà, et puis on va aussi porter une attention toute particulière aux externalités du projet, en termes voilà, d'environnement, d'ancrage, d'impact. C'est des choses qui vont être particulièrement regardées dans le cadre de cet appel à projet. En termes de calendrier, donc la prochaine relève se fera le 3 juin 2022, donc vous avez jusqu'à cette date pour candidater. Une autre relève en septembre, et puis gardez en tête pour la suite que concrètement, on aura toujours ces 3 relèves par an à 3 mois d'écart. Donc voilà, je vous invite pour avoir les dates en tête à consulter fréquemment le site de la région Île-de-France qui tiendra l'agenda à jour. Donc, les démarches, c'est très simple. Il y a ce dossier de candidature à déposer sur la plateforme indiquée que vous pourrez également retrouver sur le site de la région. Donc, voilà pour ce qui concerne les aides à l'innovation. Sur les aides au développement et à la croissance, donc j'évoquais PMUp et TPUp, donc qui sont des aides sous forme de subventions. Voilà, qui financent un petit peu des projets plutôt inscrits dans des logiques stratégiques. L'idée, c'est pas de soutenir une action, mais vraiment un projet stratégique. Là aussi, on est sur une instruction au fil de l'eau avec une candidature en ligne, des critères de sélection qui, eux, vont s'articuler autour de la viabilité financière de l'entreprise, la pertinence de la stratégie, son potentiel de création d'emplois et de développement, y compris à l'international, et évidemment aussi la contribution du projet au développement de l'Île-de-France. C'est une aide qui est gérée en interne à la région. Donc, vous serez mis en contact avec des chargés de mission régionaux qui auront l'objectif de réaliser un diagnostic de votre projet et qui pourront ensuite vous accompagner dès lors que vous êtes lauréat pour la bonne mise en place du projet et la bonne mobilisation de l'aide régionale. Et puis, les lauréats rejoignent un réseau, le PRBC, qui regroupe l'ensemble des entreprises aidées par la région Île-de-France et qui vient s'appuyer sur un ensemble d'événements, d'ateliers. Enfin, voilà, il y a une programmation événementielle qui est organisée par une chargée de mission à la région pour générer des partenariats, faire monter les entreprises en compétence sur certains sujets clés, etc. Donc, pour entrer dans le détail, donc PMUp, elle vise les entreprises d'au moins 5 salariés. L'idée, c'est vraiment d'accompagner des entreprises qui ont déjà trouvé leur marché, donc qui vont déjà bénéficier d'un chiffre d'affaires significatif, qui ont un portefeuille client, qui ont déjà un portefeuille de produits-services existants sur lequel s'appuyer et qui veulent vraiment aller un cran plus loin, soit pour se développer à l'international, pour diversifier
leur proposition de valeur, pour investir dans leur outil de production, pour optimiser leur chaîne de valeur ou encore pour engager une logique de transformation numérique et écologique. On va venir financer donc tout ce qui est investissement matériel et immatériel, des prestations de conseil dès lors qu'elles sont stratégiques et que ça ne concerne pas des prestations courantes. On va pouvoir aussi financer le dépôt de brevets et puis le développement international au travers de salons, d'actions de conseil, d'études de marché et le recrutement de cadres structurants. Donc, on intervient en subvention sur des projets d'accompagnement sur 3 ans. Cette logique vraiment sur du temps, sur du moyen terme, sur du temps long, avec une stratégie qui s'échelonne, c'est quelque chose d'important pour nous et on va vraiment regarder un petit peu la pertinence du projet à moyen terme. Et puis, en termes de montant, on est sur une subvention maximale de 250 000 euros, sachant que concrètement, il me semble que le montant moyen est autour de 170 000 euros. Donc là aussi, il y a des plafonds qui s'appliquent. Tout ça est rappelé dans le règlement d'intervention que vous avez à disposition sur le site de la région. Donc pour les PME, on est à 20% de participation sur les investissements, 50% sur les brevets. Pour les recrutements, c'est 25 000 euros forfaitaires par recrutement. L'international, que ce soit salon, VIE, conseil, 50%. Et puis le conseil plus largement, 50%. Attention, ne sont pas éligibles tout ce qui va concerner les dépenses courantes, certification, TOM interne, recrutement non structurant, etc. Alors, quelques exemples qui peuvent illustrer ce qu'on propose en termes d'accompagnement. C'est par exemple cette entreprise qui fabrique des dispositifs médicaux qui a été accompagnée à hauteur de 150 000 euros pour consolider sa croissance, donc diversifier et améliorer ses capacités de production, développer la dimension commerciale et puis se développer à l'international. Pardon. Donc, TPE. TPE, vous pouvez le voir un petit peu comme un mini PME qui va plutôt s'adresser à des entreprises de moins de 10 salariés, donc qui sont soit plus jeunes ou soit positionnés sur des typologies d'activités qui n'ont pas forcément vocation à connaître des développements importants. Donc, l'idée, c'est plutôt d'intervenir sur un plan plus circoncis, sur 12 à 18 mois, avec des actions d'investissement, de conseil et de développement international. Vous n'avez pas la possibilité de vous faire financer des recrutements par TPE. Donc, là aussi, pour vous donner quelques exemples, donc celui d'une entreprise qui a déjà commercialisé sa solution en France et qui veut maintenant se lancer à l'export. Et la région l'a accompagné à hauteur de 25 000 euros pour financer un VIE, une certification FDA et puis 2 salons internationaux, ou encore une start-up qui vient de lancer une version test de sa nouvelle solution et la région l'a accompagné pour financer l'acquisition d'une machine de production, du conseil qualité et un salon à l'international. Donc voilà pour les différentes aides qu'on peut vous proposer. Vous avez toutes les informations sur le site de la région et puis surtout une boîte mail, donc aide.économique@île-de-france.fr où vous pouvez poser vos questions très concrètes sur l'éligibilité, enfin voilà, sur tout ce que vous avez besoin pour vraiment qualifier l'opportunité d'une candidature. Du coup, je me rends sur l'onglet questions. Donc, une entreprise qui souhaite savoir si elle a déjà son produit commercialisé, qu'elle souhaite le faire évoluer, si c'est éligible dans le cadre de cette AAP. Alors, je ne sais pas si vous parlez d'InnovUp ou d'InnovUp PIA. En tout cas, ce que vous pouvez retenir, c'est que oui, si vous avez déjà soit un prototype, soit une solution, mais qui demande des développements technologiques conséquents, ou en tout cas qu'il ne s'agit pas juste de finaliser le produit, mais qu'il y a vraiment une vraie logique de développement technologique, oui, vous êtes éligible. Après, il faut quand même que ça représente une assiette de dépenses significative et qu'on ne soit pas sur de la simple mise à jour, amélioration dans le cadre de versions successives visant l'amélioration d'un produit. Alors, ensuite, si les dispositifs sont cumulables entre eux, alors il y a une règle de base qui s'applique et qui est valable pour l'ensemble des aides publiques. On ne peut pas cumuler sur une même dépense deux dispositifs. Après, si vous pouvez toutefois cumuler des aides sur des projets différents, ça, c'est une possibilité. Si c'est un même projet,
On va évidemment regarder le dimensionnement du projet. Si c'est un projet extrêmement stratégique avec plusieurs étapes, on pourrait peut-être aller cofinancer sur des étapes différentes, mais tout ça va être très encadré et très apprécié. Concrètement, généralement, ce qu'on constate, c'est que c'est un projet, un dispositif. Par contre, il peut arriver que une entreprise porte 2 projets simultanés dès lors qu'elle est très bien dimensionnée, qui tous deux ont candidaté à un guichet différent. Alors, pourriez-vous revenir sur les tranches Subaer? De toute façon, tout est dans la présentation, c'est très clairement indiqué. Donc, je vous propose de télécharger le support, comme ça, vous avez les chiffres clairs. Et est-ce que les projets collaboratifs sont éligibles? Non. Il faut qu'il y a une seule structure qui candidate. Après, vous avez la possibilité d'intégrer des dépenses sous-traitées à des partenaires. Donc, c'est une possibilité pour venir intégrer la dimension collaborative et partenariale dans votre projet. Par contre, la subvention s'adresse à un seul acteur, qui est l'acteur qui va commercialiser ensuite la solution. Voilà, je crois avoir répondu aux questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il est 11h22. Du coup, Soumaya, je vous propose peut-être de... Oui, très bien. On va passer à la présentation suivante. Il y a d'autres questions qui arrivent un peu dans le chat. Vous pouvez y répondre directement dans le chat. Et on va laisser la parole à Mathias Gâteau pour la présentation de l'appel à candidature pour l'accélérateur BLAST. Et j'invite Mathias à nous rejoindre sur scène. Merci, Livia. Bonjour à toutes et à tous. Merci Livia pour la première présentation. Merci Soumaya pour l'introduction. Donc, je suis Mathias Gâteau, je suis le directeur adjoint du programme BLAST au sein de l'accélérateur Starburst. Et donc, je viens aujourd'hui vous parler de ce programme et de l'appel à candidature qui a été récemment lancé. Alors déjà, donc voilà, le titre permet un petit peu de situer où est-ce qu'on se trouve. BLAST, c'est un accélérateur early stage pour les projets liés à l'aéronautique, au spatial et à la défense. Et donc plus largement, toutes les technologies deep tech qui peuvent intéresser ces différents secteurs. Donc, déjà pour commencer, je vais vous parler de Starburst pour les personnes qui ne connaissent pas cet accélérateur. Donc Starburst, il y a 3 activités. Il y a ces activités d'accélération dont je vous ai parlé, qui s'adressent historiquement plutôt à des startups late stage qui ont déjà fait une première levée de fonds en seed et qui souhaitent être accompagnés vers la série A. Des activités de conseil aussi, notamment pour les grands donneurs d'ordre, qu'ils soient institutionnels ou industriels, de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Et puis tout récemment, si vous avez vu la presse, aussi des activités d'investissement avec un fonds d'investissement qui vient juste d'être lancé, ça a quelques jours, en partenariat avec Audacia et Charles Becbédé. Donc ces 3 activités en fait se nourrissent les unes des autres, c'est-à-dire que via l'activité d'accélération, Starburst a tout un écosystème de start-up en aéronautique, espace et défense autour de lui. Sur l'activité de conseil, on rallie les corporates, institutionnels et industriels. Et sur la partie investissement, on travaille avec du coup tous les investisseurs, VC, business angels de la place. Et finalement, on fait collaborer toutes ces personnes ensemble et participer à des programmes d'innovation et à leur financement. Donc, je l'ai déjà un petit peu mentionné, Starburst travaille avec tous les grands corporates de la filière. C'est une société qui est implantée, donc certes en France, mais un peu partout en Europe et dans le monde, avec notamment des bureaux à Madrid, à Munich, à Tel Aviv, à Los Angeles, Singapour, Séoul, et je ne les cite pas tous, ce qui fait que via ces écosystèmes locaux, on est en lien avec absolument tous les grands donneurs d'ordre des filières aéronautiques, espace et défense. Je vous ai mis ici 2 chiffres qui sont un peu 2 chiffres essentiels, entre guillemets, à retenir. C'est à ce jour 99 startups accompagnées par Starburst et plus de 400 millions de dollars de levée de fonds. Et encore, je crois que ces chiffres ont quelques semaines. En théorie, on a déjà dépassé la centaine et les levées de fonds sont plutôt autour de 420-450 millions. Donc, après cette introduction, je vais faire un focus du coup sur le programme BLAST. Donc BLAST, pour un petit peu comprendre quelle est la logique derrière cet accélérateur, en fait finalement BLAST vient se placer en amont de ce qui a été fait aujourd'hui chez Starburst, donc plutôt du late stage, en adressant des projets qui sont early stage. Donc ça peut être des projets qui sont portés par des startups, mais aussi même par des chercheurs, par des entrepreneurs qui ont aujourd'hui uniquement une idée d'innovation, mais pas forcément ni de société créée
qui est adossé, ni même encore de vision claire du business qui pourrait y avoir autour de cette innovation. Et donc Blast adresse finalement toute cette population avec finalement deux objectifs un peu disjoints. Pour les chercheurs et entrepreneurs, traiter plutôt la partie entrepreneuriale et structuration business du projet. Et pour les startups, là, la finalité du programme, c'est vraiment d'aller lever des fonds. Et donc, in fine, la logique globale, c'est vraiment de pouvoir créer un écosystème deep tech qui vient piocher dans les projets dès l'early stage, qui est une phase un petit peu critique finalement pour ces projets, où finalement il y a beaucoup de très bonnes idées d'innovation qui sont mises en place, mais qui sont jamais concrétisées sous forme d'un business. Donc l'idée, c'est vraiment d'étendre un petit peu cet écosystème d'innovation à ces projets early stage et les intégrer dès leur création et dès leur genèse dans les grands programmes aéronautiques, espace et défense en France et en Europe. Donc, bon, j'ai déjà mentionné énormément ces considérations d'aéronautique, d'espace et de défense. Je précise quand même que sur deux de ces verticales, donc la verticale espace, Blast a un partenariat avec le CNES qui fait qu'on adresse de manière non exclusive deux verticales qui sont le Safe Space et le Space for Connectivity. C'est-à-dire que le CNES, c'est deux thématiques qui intéressent énormément le CNES. Le CNES nous a missionné pour les traiter particulièrement dans le cadre du programme Blast. Ça ne veut pas dire qu'on s'y restreindra, donc toute technologie qui peut avoir un lien avec l'espace nous intéresse, mais sachez qu'il y aura un focus, une attention particulière sur ces deux thématiques. Et ensuite, sur le volet défense, on a un partenariat avec MBDA qui fait que toutes les technologies qui peuvent intéresser MBDA, donc qui sont plutôt sur la partie propulsion suborbitale et missiles, vont aussi nous intéresser, encore une fois, pas de manière exclusive. Et donc ensuite, au-delà de l'aéronautique, de l'espace et de la défense, on intègre aussi les technologies transverses qui, pour le coup, peuvent toucher les startups qui sont adhérentes de Systématique. Et donc là, on parle de tout ce qui est lié à l'IA, à la cybersécurité, au quantique, à la blockchain, à l'optique, aux matériaux. Donc c'est très large. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre des technologies un petit peu transverses et qui peuvent s'appliquer à l'aéronautique, à l'espace et à la défense. Donc, une des autres spécificités du programme Blast, je vous ai cité la première, c'est la partie early stage, c'est que c'est un programme qui est partenarial, donc qui est porté par 4 acteurs. Starburst, donc, que j'ai mentionné, qui intervient vraiment sur la partie accompagnement des startups à la levée de fonds et connaissance des activités aéronautiques, espace et défense. Mais on travaille aussi sur ce programme avec l'École Polytechnique, qui via son master d'entrepreneuriat deep tech, du coup, intègre les chercheurs et les entrepreneurs à ce master pour les former à l'entrepreneuriat et pour les accompagner dans le cadre de la structuration de leur entreprise et de leur business. L'ONERA, elle, intervient sur la partie accompagnement technique. Donc là-dessus, un projet qui est intégré à Blast bénéficie de 100 heures d'accompagnement de l'ONERA. Donc en fait, typiquement, si vous êtes sur de l'IA, vous avez les meilleurs référents de l'ONERA sur l'IA qui viennent vous accompagner pendant 100 heures pour vos développements techniques. Et enfin, le dernier acteur est la SAT Paris-Saclay, qui, elle, intervient sur la partie propriété intellectuelle et donc qui va accompagner chaque porteur de projet en collectif et en individuel à développer une vraie stratégie, une vraie roadmap sur la partie IP. Donc ici, une petite planche pour un petit peu comprendre quel est l'enchaînement et quelle est la timeline finalement du programme pour les mois à venir. Donc aujourd'hui, on est en phase d'appel à candidature. L'appel a été ouvert le 21 mars et sera clôturé le 24 avril. Donc jusqu'au 24 avril, vous pouvez candidater à Blast via un dossier écrit. À l'issue de ces candidatures, on présélectionnera les meilleurs dossiers qui seront amenés à pitcher devant le jury Blast, qui se composera du coup des quatre structures qui portent le programme. Et ensuite, la sélection finale sera réalisée la première quinzaine de juin avec une annonce officielle des résultats le 16. Dès lors, on mettra en place un mentorat. Donc là, je vais vous en dire un petit peu plus sur les planches qui suivent sur ce mentorat. Et ensuite, il y aura un démarrage effectif du programme en septembre, avec pour les startups une participation au bootcamp d'accélération. Donc là, ce bootcamp, c'est vraiment la partie incubation-accélération avec comme finalité la levée de fonds. Et ensuite, pour les chercheurs et entrepreneurs, l'intégration au master de Polytechnique qui sera lui un petit peu plus long, qui dure 7 mois et qui courra jusqu'à mars 2023. Pour le bootcamp, le grand jalon, ce sera décembre avec un démo day, donc un pitch final devant industriels, investisseurs et institutionnels. Et ensuite, en parallèle de tout ça, un petit peu plus au long cours, les accompagnements techniques de l'ONERA et IP de la SAT. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit focus sur le bootcamp, donc qui est vraiment la partie qui intéressera les startups qui veulent lever des fonds. Ce bootcamp, donc, qui est porté par Starburst, c'est un bootcamp du coup qui se fait en physique, qui est donc dans les locaux de Starburst, dans le 15e arrondissement de Paris. Et donc, l'idée de ce bootcamp, c'est 13 semaines intensives. À chaque semaine, on traite une thématique. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de ces 13 semaines, on ait abordé absolument tous les sujets qui sont les sujets finalement de base pour
votre projet d'innovation, votre projet startup, et qui fait qu'à l'issue de ces 13 semaines, vous serez prêt à aller voir un investisseur et vous saurez développer votre projet, répondre à toutes ces questions et in fine lever des fonds donc, dans le cadre de ce démodé. Ce bootcamp, il repose sur 4 piliers. Alors déjà, dans un premier temps, des interventions. Donc chaque semaine, on a entre 6 et 10 intervenants qui viennent parler de leur thématique. Donc par exemple, la semaine qui est dédiée à la levée de fonds, vous aurez des investisseurs qui sont présents, qui donneront leur thèse d'investissement, leur stratégie. La semaine sur le marketing, vous aurez les directeurs marketing de grands groupes et de startups qui ont réussi, qui viendront vous apporter leur vision. La semaine sur le pitch, vous aurez un designer qui viendra vous aider à modéliser votre pitch deck. Vous aurez des personnes qui sont spécialisées dans la communication verbale, non verbale, qui viendront vous expliquer concrètement comment on fait un pitch. Donc voilà, je ne vais pas vous faire toutes les semaines, mais donc, sur chacune de ces semaines, vous avez vraiment des experts de ces domaines-là qui viennent intervenir et vous expliquer un petit peu leur thématique. Donc ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, c'est les office hours. Donc là, c'est les équipes de Starburst qui, chaque semaine, prendront à peu près 1 heure avec vous pour faire un point d'avancement, voir avec vous comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur la partie levée de fonds, donc réaliser des intros auprès d'investisseurs. Ça peut aussi être du business développement, donc là c'est vous mettre en relation avec des industriels, avec des partenaires potentiels. Et donc là l'idée c'est la partie intervention du bootcamp, c'est vraiment la partie collective, les office hours c'est la partie individualisée de l'accompagnement. Ensuite le troisième pilier ce sont des sessions de pitch qu'on organise à peu près 1 semaine sur 2. Donc là la finalité du bootcamp étant vraiment de venir pitcher devant des investisseurs. Ce pitch, ce sera vraiment le fil conducteur de toute la démarche. Donc, de semaine en semaine, on travaillera le pitch, on vous fera pitcher devant les équipes de Starburst, aussi devant des mentors, devant des industriels qui sont des partenaires du programme, donc on va dire qui sont des gens bienveillants, qui seront vraiment là pour vous aider à progresser. Et donc, de semaine en semaine, on vous fera des retours et on vous aidera à améliorer votre pitch. Et enfin, la dernière partie, c'est toute la partie événementielle, donc de networking notamment. Donc, il y a aussi une très bonne ambiance dans le cadre du programme Blast qui fait qu'on aime bien se retrouver aussi autour d'un verre à la fin de la journée. Et donc, dans le cadre de ces événements, il y aura toujours des industriels, des investisseurs qui seront présents, qui discuteront avec vous, qui vous permettront de faire un peu de réseau et un peu de business. Donc, une petite slide pour vous présenter l'équipe, parce que derrière Blast, il y a quand même aussi une équipe qui vous accompagne au jour le jour. Donc avec Christelle Astor-Glépine, la directrice du programme, qui est une ancienne du CNES, qui a vraiment une grande expertise spatiale et plus largement de la deep tech. Marie, qui elle est sur la partie open innovation, donc elle a plutôt le contact grands groupes, grands industriels et accompagnement de start-up. Moi-même qui suis directeur adjoint du programme. Cécile qui vous aidera sur la partie com, parce qu'il y a aussi tout un volet com qui est traité dans le cadre de Blast. On vous met en visibilité via les réseaux sociaux, on réalise des vidéos, il y a de l'événementiel. Donc, ce volet com, il est clé, il est porté par Cécile. Et enfin, Benjamin, qui lui est startup manager, et donc, qui vous accompagnera plutôt sur la partie investisseur et levée de fonds. Au-delà de cette équipe-là, et je l'ai un petit peu mentionné plus tôt dans ma présentation, on met aussi en place tout un réseau de mentors. Donc, pour la première cohorte de Blast, on avait 60 mentors. Aujourd'hui, le réseau est en train de grossir. Là, aujourd'hui, on est plutôt à 70. Et donc, d'ici au début du programme, on peut être à 80, 90 mentors qui vont vous accompagner aussi au jour le jour. Donc, chaque porteur de projet a un lead mentor qui est un petit peu son référent et qui va l'accompagner sur du business, sur de la finance. Et donc, ces mentors sont des personnes expérimentées qui sont souvent issues de l'aéronautique, espace défense, mais qui ont aussi des connaissances de la deep tech, de l'innovation, et qui vont vraiment venir vous aider à structurer votre projet, qui vont le challenger aussi à la lumière de leur expérience, qui vont potentiellement, s'il y a un bon fit, vous ouvrir leur carnet d'adresse, vous amener dans des réunions auxquelles vous n'auriez pas accès. Donc là, l'idée, c'est vraiment avoir un point de contact privilégié sur des considérations business. Et ensuite, vous aurez votre mentor technologique à l'ONERA, qui lui sera vraiment le spécialiste, le référent technique sur votre thématique, et qui pourra là aussi vous accompagner un petit peu au long cours. Je vous donne un exemple d'une relation mentor-startup. On avait sur la première cohorte une startup qui était spécialisée dans l'urban air mobility. Et ces deux mentors, c'est la personne à la DGAC qui est spécialisée, qui aujourd'hui rédige finalement toute la partie législative liée à l'urban air mobility. Et aujourd'hui, cette personne-là oriente la législation en fonction des besoins qui sont émis par cette startup qu'on accompagne. Et de même pour la technologie, c'est la personne qui est aujourd'hui son référent techno à l'ONERA et la personne qui est présente dans les comités français et européens sur les différentes certifications sur l'urban air mobility. Là aussi, ce contact privilégié permet finalement d'orienter aussi les certifications. Donc l'idée de ces contacts mentors, c'est vraiment d'avoir les personnes presque décisionnaires aujourd'hui sur les thématiques
et, entre guillemets, pour parler crûment, de se les mettre un petit peu dans la poche, en tout cas de nourrir leurs réflexions, et donc derrière que ces réflexions soient orientées vers les besoins de la startup. Donc un petit focus sur notre cohorte, donc avec une répartition assez équivalente entre les projets d'aéronautique, d'espace de défense et technologies transverses, avec sur la première cohorte un gros barrissant de startups, avec 12 startups et 3 projets de recherche. L'idée aussi sur la seconde cohorte, qui est dans le cadre de l'appel à candidature en cours, c'est de venir chercher un petit peu plus de chercheurs. Donc là, aujourd'hui, nous, on a une grosse démarche vis-à-vis des labos, des universitaires, pour aller piocher leurs projets de recherche et les accompagner dans le cadre de l'accompagnement polytechnique. Donc là-dessus, je m'adresse éventuellement aux chercheurs et aux labos qui sont présents aujourd'hui. On est tout à fait disposé à venir accompagner vos chercheurs, venir les aider à structurer leurs projets, et finalement qu'à l'issue des 1 an d'accompagnement, il y a un go-no-go sur l'intérêt ou non de créer leur structure. Et ensuite, in fine, si c'est un go, que la seconde année, on puisse les intégrer au bootcamp, et donc là, vraiment les accélérer, les aider à lever des fonds. Une petite slide du coup qui présente les startups qui ont participé au bootcamp sur la première cohorte. Donc on a des thématiques qui sont vraiment très larges, je ne vais pas forcément toutes vous les faire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a, alors la slide est même plus à jour parce qu'il y a eu quelques bonnes nouvelles récemment. Aujourd'hui, sur les 12 startups qui ont été accompagnées, sachant que du coup on a fini le programme mi-février, on a déjà 3 startups qui ont d'ores et déjà clôturé leur levée de fonds. On a une startup qui est sur le point de le clôturer, donc ça ne saurait tarder. Et enfin, on a 8 startups qui, à l'issue du bootcamp, se sont lancées dans une démarche de levée de fonds, qui sont en discussion avec des investisseurs. Donc là, on reste encore prudent, mais globalement, les discussions sont très bien engagées. Il y a un gros intérêt des investisseurs. Blast, c'est aussi une marque, c'est aussi, en tout cas, on l'espère, mais en tout cas, c'est le retour qu'on a côté investisseur. C'est un label, c'est une marque qui fait que quand un programme sort de Blast, un projet sort de Blast, il est plus crédible pour aller voir des investisseurs, il est plus crédible pour aller voir les financeurs publics. Et donc, c'est aussi un gage de qualité qu'on essaie de donner via cette sélection. Si vous êtes recruté dans Blast, c'est que de notre point de vue, vous êtes parmi les meilleurs. Donc, n'hésitez pas, on est très heureux de pouvoir vous intégrer à la seconde cohorte. Globalement, quelles seraient les raisons justement de vous y intégrer? Très brièvement, il y a le réseau. Blast un réseau extrêmement conséquent de partenaires, qui soient industriels, qui soient investisseurs, qui soient institutionnels. Il y a aussi l'expertise. On est parfaitement rodé au travail avec les startups, on connaît leurs considérations, on connaît aussi extrêmement bien tout ce qui a trait à la filière aéronautique, espace et défense. L'accompagnement, donc là c'est la qualité aussi, et ça c'est pas moi qui vous le dis, c'est les startups qu'on a pu accompagner sur la première cohorte, qui étaient absolument ravis de la qualité de l'accompagnement. On a eu des startups qui étaient déjà présentes dans un incubateur ou un accélérateur au moment de nous rejoindre, et finalement toutes ont arrêté le programme qu'elles avaient en cours pour se focaliser sur Blast, en nous disant que c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup plus intense, beaucoup plus compressé dans le temps, mais aussi beaucoup plus efficace. Et enfin, la dernière partie, c'est le volet que j'ai peut-être le moins abordé, mais qui mérite d'être mentionné, c'est l'international. Étant donné que Starburst est impliqué dans les écosystèmes mondiaux, c'est aussi via Blast une ouverture au marché des États-Unis, au marché asiatique, à Israël et à l'Europe. Donc, à ce stade, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre avec ces différents éléments. On espère que vous pourrez intégrer la prochaine cohorte Blast. Donc, je vous mets ici 2 liens. Le premier, c'est si vous avez des questions, de nous contacter par mail à blast@starburst.aero. Donc, on ne voit pas bien les liens. Et enfin, si vous êtes déjà convaincu et vous voulez dès à présent candidater à l'appel à projet avant le 24 avril, vous pouvez cliquer sur ce lien starburst.aero/blast/apply. Et donc, vous pourrez nous envoyer votre dossier de candidature. Donc, j'espère que ça vous aura donné envie de candidater. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Je crois que les questions étaient plutôt sur InnovUp. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de questions. Il y a une question pour l'accélérateur Blast. Blast a-t-il des projets qui ne trouvent pas ou plus leur fondateur? Je pense le porteur, la personne veut dire, j'imagine. Est-ce qu'il y a des projets qui ne trouvent pas de porteur? Je ne comprends pas très bien la question. Si la personne peut un peu plus détailler. Oui, je ne suis pas sûr de... Alors, pour le coup, peut-être en attendant que la personne précise sa question,
Je précise que du coup, ce bootcamp de 13 semaines, il demande une présence physique au sein de Blast. Pour les startups, c'est un gros investissement en temps, hein, c'est 3 jours par semaine pendant 13 semaines. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, alors généralement, ce sont les CEO qui étaient présents au bootcamp, mais vous pouvez aussi envoyer votre CTO, vous pouvez envoyer en tout cas vos associés et vous répartir un petit peu. On peut avoir plusieurs interlocuteurs sur ce bootcamp. Là-dessus, on s'adapte aussi à vos contraintes. Et par ailleurs, même si encore une fois, on privilégie vraiment la présence physique, chaque intervention dans le cadre du bootcamp est retransmise via un lien Zoom qui fait que si ponctuellement vous avez besoin de rester chez vous, notamment si vous n'êtes pas forcément en région parisienne, vous pourrez aussi suivre le bootcamp via des liens. Mais donc voilà, on s'adapte, on n'est pas forcément que en lien avec les CEO, mais aussi avec toutes leurs équipes. Donc la question d'Enzo Fabiani, c'est est-ce qu'il y a des projets qui sont accélérés qui n'ont pas de porteur? Alors, non. En fait, ce sont les porteurs de projets qui candidatent à l'accélérateur et qui portent leur projet. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait un projet de création derrière également. Oui, alors soit on adresse à des startups qui sont déjà créées, auquel cas elles passent par le bootcamp, soit on adresse des chercheurs qui du coup aujourd'hui travaillent sur leur techno, qui n'ont pas forcément l'IP, l'IP peut être à leur laboratoire, et donc là on est plutôt dans une logique d'accompagnement à l'essaimage, donc on est aussi partenaire de ces laboratoires-là, et donc le chercheur vient finalement un petit peu tester ses hypothèses marché dans le cadre de l'accompagnement, et finalement in fine, il peut peut-être se rendre compte que soit il n'est pas intéressé par la partie entrepreneuriale, soit finalement, au-delà de l'intérêt de son innovation, on ne peut pas en faire un business viable. Auquel cas, l'output de cet accompagnement, c'est vraiment se dire, finalement, non, je ne me lance pas dans l'aventure entrepreneuriale. Mais les personnes avec qui on travaille sont des personnes qui portent leur technologie, qui portent leur idée et qui ont envie d'en faire une startup. Parfait. Donc, complément par rapport à cette question-là, est-ce que certains projets sont sans porteur? Visiblement non. Est-ce qu'ils seraient potentiellement adaptés à de nouveaux profils entrants, typiquement un chercheur qui ne souhaite pas porter son projet? Est-ce que ce cas de figure se présente dans les projets que vous accélérez? On peut tout à fait envisager le fait que finalement le chercheur, in fine, devienne peut-être le CTO de la startup qui serait créée. Mais l'idée, c'est quand même que, étant donné que c'est le chercheur qui participe au master, qui est présent, qui suit les cours, qui avance sur le projet, il nous semble quand même plus cohérent que ce soit cette personne-là qui, à un moment, joue un rôle dans le cadre de l'entreprise qui est créée. Si la personne se contente de suivre le programme et finalement après elle lâche l'IP à quelqu'un d'autre, finalement le programme perd aussi un petit peu de sa substance et de son intérêt. Donc on vise quand même plutôt des chercheurs qui ont cette fibre entrepreneuriale, ou en tout cas qui ont un intérêt et qui resteront partie prenante du projet. Après, sous quelle forme, CEO, CTO, associé, là-dessus ça reste à définir, on reste très ouvert aux différentes histoires qui peuvent être racontées. Parfait. Et c'était la dernière question. Merci beaucoup Mathias pour votre présentation et je vais laisser la main à Bastien pour la suite. Bonjour à tous, merci Soumaya, merci Mathias. J'ai le plaisir de vous faire un petit rappel concernant l'IDEMO, l'appel à projet IDEMO de BPI France, soutien aux projets structurants de recherche et développement. C'est un appel qui est générique au fil de l'eau et qui se clôturera le 3 mai 2022, d'où la raison de ce petit rappel. Vous informez que ce programme vise des retombées économiques et technologiques directes sous forme principalement de nouveaux produits, services et technologies, des retombées environnementales et sociales aussi, et des retombées indirectes en termes de structuration durable de filières. Ces retombées concernent toutes les entreprises partenaires et en particulier les PME. Alors, c'est la suite logique en fait du PCSP. Les projets peuvent être individuels avec un budget supérieur à 2 millions d'euros ou alors collaboratifs avec un maximum de 6 partenaires au sein du consortium et un budget qui est supérieur à 4 millions d'euros. Les projets collaboratifs rassemblent des partenaires industriels et des partenaires de recherche et le cas échéant, un ou plusieurs utilisateurs finaux de la solution, au moins une PME et une ETI. La réalisation de ces projets peut comporter des phases de recherche industrielle ainsi que des phases de développement expérimental préalables à la mise sur le marché. On va en parler un peu plus après.
Les TRL qui sont attendus pour ce type de produits ou services sont de l'ordre de 7 à 9. Et la durée des projets doit se situer entre 36 et 60 mois. Alors, on en parlait il y a un instant, les taux d'aide et parts de subvention qui sont, ceci étant dit, bien plus avantageux que pour le PSPC. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'évidemment, on fait la distinction entre des projets individuels et des projets collaboratifs. Et au sein même de ces distinctions, vous avez une séparation entre recherche industrielle et projets de développement expérimentaux. Donc, comme vous pouvez le voir sur les projets individuels, dans le cadre de recherche industrielle, eh bien, une ETI ou un grand groupe pourront obtenir 50% de subvention quand une société moyenne aura 60% et une PME, oui, une petite entreprise, pardon, 70%. Dans le cadre de développement expérimentaux, là, on passe de 25% à 45%. Pour les projets collaboratifs, même principe, recherche industrielle ou développement expérimental, et les partenaires, en fonction de leur taille, vont avoir des subventions de 65 à 80% pour des recherches industrielles et de 40 à 60% pour des développements expérimentaux. Dans le cadre des recherches industrielles, les académiques verront 100% des coûts marginaux ou 50% des coûts complets subventionnés. Pour ce qui est des collectivités, c'est 50% des coûts complets. Quelques informations clés donc sur cet appel à projet. La répartition de l'aide. Dans le cadre de recherche industrielle, on est plutôt sur 75% de subventions et 25% d'avances remboursables, quand dans le cadre de développement expérimentaux, c'est 60% de subventions et 40% d'avances remboursables. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était au fil de l'eau, ce n'est pas exact, mais enfin, on n'en est quand même pas loin. En fait, il y a 10 relèves par an, donc à peu près une par mois, la prochaine étant le 3 mai. Pas de partenaire à moins de 5% du budget dans le cadre d'un projet collaboratif, ou alors ce partenaire, entre guillemets, sera considéré comme un sous-traitant. Pour obtenir le taux d'aide collaboratif, eh bien, il vous faut un consortium qui inclut, on l'a mentionné un peu avant, au moins une PME, aucun partenaire qui ne détient, mais ne représente plus de 70% du budget. Et quant aux académiques, il faut qu'ils représentent un peu plus de 10% avec la possibilité de faire des publications. L'aide minimale pour les grands groupes qui doit être demandée doit être de l'ordre de 500 000 € à minima, donc. Et une autre information qui peut être intéressante, si vous êtes déjà lauréat d'appel à projet européen, IDEMO peut venir en complément de ces appels à projet européens, notamment sur Euro HPC, par exemple, ou Key Digital Technologies, Smart Networks and Services. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce petit rappel. Donc, important à se souvenir, la prochaine date de relevé, c'est le 3 mai. Possibilité de déposer en tant qu'individuel ou en collectif. Et en fonction de l'objectif que vous recherchez, que ce soit de l'expérimentation ou plutôt de l'industriel, vous aurez des subventions qui seront un peu différentes. Je vois que mon collègue Alexandre vient d'arriver sur le plateau. Allez, on est des dingues, on va dire le plateau. Il va vous présenter les besoins de l'AMI, besoins alimentaires de demain. Je vous laisse la main, Alexandre. Oui, merci beaucoup, Bastien. Du coup, donc voilà, je vous présente l'AMI besoins alimentaires de demain. Donc là, c'est porté par la BPI, donc qui se clôture le 8 juin prochain. Donc il y a eu plusieurs relevés avant, donc 2 relevés, il me semble. Et donc là, c'était le dernier relevé pour le 8 juin. Donc voilà, c'est pour ça que c'est le moment, en tout cas, de candidater. Donc l'AMI est partie d'un constat. Alors, différents constats, déjà l'évolution démographique dans le pays et les habitudes alimentaires des personnes qui ont été modifiées, l'alimentation qui est de plus en plus liée à la santé et
Et un gros problème de surpoids en France qui commence à se développer. Donc, partant de ce constat, on a plusieurs choses qui se sont lancées, dont cette AMI. Donc, cette AMI, elle a plusieurs thématiques. Donc, 4 thèmes différents: des aliments plus sains et durables, des nouveaux outils pour répondre aux besoins des consommateurs. Donc là, on va avoir tout ce qui va être sécurité, traçabilité alimentaire, des process innovants mobilisant les nouvelles technologies. Donc là, voilà, il y a pas mal de choses aussi à faire, j'imagine, en tout cas pour les acteurs de systématique, surtout sur ce volet-là. Et une nouvelle thématique par rapport à l'année dernière, ceux qui avaient suivi déjà l'appel de l'année dernière, les problématiques d'alimentarité des emballages. Donc, c'est vraiment comment on va réussir à respecter les nouvelles contraintes réglementaires, du moins de plastique, voilà, toutes ces choses-là, comment on va pouvoir gérer ces nouveaux enjeux, en tout cas via cette AMI. Donc, concernant cette AMI, il y a différentes... Enfin, il y a 2 cas de figure. Il y a les projets monopartenaires et pluripartenaires. Donc, pour le budget, c'est 500 kg € minimum pour les monopartenaires et c'est 2 millions € minimum pour les pluripartenaires. Sachant que c'est des projets qui ont visé à aller jusqu'au TRL. Enfin, en tout cas, la visée du projet, la fin du projet doit accéder à un TRL entre 7 et 9. Concernant les durées de projet, on a 48 mois maximum pour les projets monopartenaires et 60 mois maximum pour les projets pluripartenaires. Concernant les aides, alors ça tombe bien, vous avez la magnifique slide qu'a fait Bastien qui reprend exactement les mêmes tableaux, donc vous pouvez vous reporter là-dessus. Donc voilà, c'est une différence entre recherche industrielle et développement expérimental. Donc voilà, ça monte jusqu'à 80% pour les PME. Et donc tous ces projets, voilà, l'objectif en tout cas de tous ces projets, voilà, c'est qu'il faut qu'ils soient quand même favorables en matière de santé, qu'ils aient des nutritions préventives, des recettes ciblées, voilà, qui peuvent viser les pathologies. Donc c'est ce genre de choses qui va être attendu. Et aussi une démarche environnementale. Mais bon, ça c'est dans pas mal d'appels à projets, mais voilà, elle sera très très marquée en tout cas sur cette AMI. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose, je pense, sur cet appel à projet. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers moi ou vers Soumaya. Voilà, merci, je laisse la main à Soumaya. Merci Alexandre. Avant de clôturer ce webinaire, je vais faire un petit rappel sur le processus d'accompagnement et de labellisation chez Systématique. Pour l'ensemble des dispositifs que vous avez, qu'on a présentés ce matin, les dispositifs InnovUp Leader PIA, les projets IDEMO bien sûr, et puis les projets collaboratifs ou monopartenaires de manière générale, vous pouvez faire expertiser vos projets par les comités de pilotage des EB enjeux de Systématique. Il faut nous contacter le plus tôt possible dans le montage de votre projet. Comme ça, on peut vraiment bien expertiser et suivre le projet et le cas échéant, quand il s'agit de projets avec démo collaboratifs, aussi prévoir des auditions qui vont vous permettre d'obtenir les avis de labellisation au moins un mois à l'avance pour vraiment bien dérouler tout ce processus qui se passe en 6 étapes en fonction de la nature de votre projet. Donc, l'expertise, elle consiste principalement la lecture de votre projet, la vérification de tous les critères d'éligibilité et le respect aussi des critères de sélection qui sont imposés par le cahier de charge des financeurs. Ça vous permet au moins de déposer des projets qui sont qui sont considérés comme éligibles par les financeurs. Les financeurs, pardon. Il y a également une expertise technique qui vous permet d'améliorer sur la base de recommandations des experts votre proposition de projet. Donc, même quand la labellisation n'est pas obligatoire, elle reste tout de même fortement recommandée pour ce type de dispositif. Donc voilà, nous contacter le plus tôt possible, au moins un mois à l'avance, à l'adresse suivante, dépôt projet, ou pour toute demande de renseignement sur l'adresse innovation. Et
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre participation. On vous donne rendez-vous le deuxième jeudi du mois de mai pour une nouvelle session de webinaire d'appel à projet. Merci pour votre participation. Au revoir.